Alors, je suis donc partie à Montréal pour continuer de travailler pour Pierre Bocage comme auxiliaire de recherche. Le travail qu'il nous donnait, c'était très généreux de sa part, c'était vraiment de nous consacrer à la rédaction de la thèse. Je dis nous parce qu'il y avait d'autres compagnes qui sont parties en même temps, d'autres compagnons qui sont partis en même temps pour suivre Pierre à Montréal. Euh, j'ai travaillé pour Pierre pendant tout l'été 72 aussi. Donc, l'été 70 et 71 sur le terrain et l'été 72 à Montréal. Et probablement une partie de l'année 73 aussi. Pendant tout ce temps-là, j'essayais de faire mon mémoire de maîtrise, d'écrire mon mémoire de maîtrise, d'analyser les données énormes que j'avais ramassées. Mais pour dire la vérité, j'y arrivais difficilement, au grand désespoir de Pierre d'ailleurs, qui a été très très patient à mon égard. Entre-temps, j'ai rencontré Yvan Breton dans un de mes voyages à Québec. Yvan, entre-temps, était devenu professeur à l'université Laval. Je ne l'avais pas connu comme professeur. Pour moi, il faisait partie un peu partie du mythe. Il était sur le terrain au Venezuela. On savait que c'était un anthropologue québécois. Mais bref, mais on avait un ami commun et cet ami m'a présenté à Yvan qui, lui, commençait à travailler sur deux fronts simultanément, dans Bellechasse et au Yucatan. Il avait fait lui-même, durant ses études de doctorat, il avait fait un stage sur la côte nord du Yucatan et c'est à partir de là qu'il avait décidé de monter un projet. Alors, c'était deux projets assez similaires, toujours dans le sillage de l'anthropologie économique, changements socioculturels à partir de l'économie ou des changements économiques. Et là, je pense que Yvan, à cette époque-là, essayait de recruter des étudiants qui aillent sur le terrain au Yucatan. Et comme j'avais déjà de l'expérience dans la Sierra Norte de Puebla, déjà 8 mois de terrain, ben pour lui, je pense que ça l'avait intéressé. Donc, j'étais toujours à Montréal, mais il m'a incité aussi à finir le plus vite possible mon mémoire de maîtrise. Mais toujours est-il qu'un bon jour, il m'appelle, il me dit « Es-tu prête à partir au Yucatan ?» Ça, c'était le style d'Yvan. C'était quasiment « Es-tu prête? C'est demain. » Alors, ben, j'ai dit « Ben oui, certainement. » Alors, j'ai dû expliquer à Pierre Bocage que je n'avais pas fini mon mémoire de maîtrise, mais que je le quittais. Momentanément, bon, Pierre a bien pris la chose et de toute façon, je pense que ses fonds étaient épuisés. Donc, moi, il fallait que je travaille. Là, j'étais indépendante, j'étais quand même... je devais quand même gagner ma vie. Alors, ce que Yvan me proposait, c'était très intéressant. Il me proposait de travailler sur un nouveau terrain que je ne connaissais pas. Il faut dire que la Sierra Norte de Puebla et le Yucatan, c'est complètement différent. C'est comme deux pays complètement différents. J'allais le savoir un petit peu plus tard. Alors, je suis partie au mois d'août 1973 pour le Yucatan. J'ai fait du terrain là aussi, probablement pendant tout l'automne 73, mais aussi tout l'été 74. Ce projet-là, bon... le projet d'Yvan, en fait, ressemblait d'une certaine façon au projet de Pierre, en ce sens que c'était une étude régionale. Et le projet d'Yvan de Pierre ressemblait aussi à d'autres projets qui avaient été menés à l'Université Laval, qui étaient les projets de Marc-Adélard Tremblay sur la Côte-Nord, qui incluaient toujours un certain nombre de communautés
et qui incluait aussi toujours la méthode comparative. On comparait les différents rythmes de changement socioculturel, et on comparait différents styles. Au Yucatan, on avait choisi des villages d'une même région économique, mais on avait toujours une des variables qui changeait. Le terrain au Yucatan était fait dans des conditions complètement différentes de celles de la Sierra. Le climat dans la Sierra était tempéré, là où j'étais, et très, très pluvieux, alors que là, on était dans un climat tropical très, très chaud, avec des moyennes de 40 degrés, puis une population qui parlait espagnol, mais assez bilingue maya-espagnol. Alors là, l'espagnol était un petit peu mieux. On a appris quelques rudiments de maya, mais jamais assez pour faire des entrevues en profondeur. Et j'ai continué à travailler au Yucatan pendant un certain nombre de mois. Et au retour du deuxième été au Yucatan, s'est posé la question, qu'est-ce que je vais faire? Yvan, là, c'était vraiment urgent que je finisse mon mémoire de maîtrise. Pour que je passe à autre chose. Et Yvan nous avait demandé d'écrire des rapports sur nos terrains. Encore une fois, je parle au pluriel parce qu'il y avait plusieurs personnes dans ce projet-là. Et au retour à Québec, je suis revenue à Québec. Au retour, moi, je me cherchais un emploi. Et comme par hasard, il y a eu un poste qui s'est dégagé à la toute dernière minute au Cégep de Sainte-Foy. J'avais jamais envisagé enseigner, mais dans l'urgence et la nécessité, j'ai accepté ce poste-là. Et aux surprises, j'ai aimé enseigner. Moi, j'avais toujours dit, en voyant ma mère, mes tantes institutrices, qui se plaignaient souvent de leurs étudiants. Il faut dire qu'elles enseignaient au primaire, au secondaire. Moi, j'enseignerai jamais. Mais bon, ça ne se compare pas à l'enseignement collégial et universitaire. Alors, j'ai vraiment aimé ça. J'ai eu 2 groupes absolument extraordinaires et qui m'ont convaincue que c'était peut-être une solution envisageable. Ce qui s'est produit par la suite, j'ai terminé mon mémoire de maîtrise, j'ai écrit avec Yvan ce qui allait devenir un livre que nous avons édité tous les deux, qui était prêt probablement autour de 75-76, mais qui est sorti en 81. Et là, j'ai rencontré, et c'est assez étonnant, tout le monde à qui je raconte ça, ils sont assez étonnés. J'ai rencontré par hasard, je me rappelle encore à la cafétéria du pavillon de Coninck, j'ai rencontré Bernard Saladin-Anglure, qui avait été mon professeur dans les années 69-70, et qui me demande qu'est-ce que tu fais? Je dis là, je fais pas grand-chose, j'ai enseigné au cégep, là maintenant je me demande vraiment ce que je vais faire, je suis en train de terminer mon mémoire de maîtrise, mais il dit, mais comment ça se fait que tu ne continues pas au doctorat? Et moi j'ai dit, écoute, moi le doctorat, je viens d'une famille où il n'y a pas d'universitaire, sauf une religieuse qui avait son PhD en philosophie, qui l'avait fait ici à l'Université Laval. C'était la seule docteure de la famille. Sinon, vraiment, c'était même pas connu qu'on pouvait... Les docteurs, là, c'était des docteurs en médecine, point. Hein. J'ai répondu à Bernard que, écoute, moi, il faut que je gagne ma vie. J'ai pas les moyens de faire des études prolongées.
Alors il me dit, mais qui parle de dépenser des sous pour ça? Il existe des bourses. Alors, pour dire à quel point j'étais pas consciente de ce genre de choses-là, je ne connaissais pas, je ne savais pas qu'on pouvait faire des études avec des bourses au mérite. Donc, je suis restée assez perplexe. J'ai comme pris ça un peu à la légère. Alors, il me dit, il conclut la conversation en disant, écoute, le jour où tu te décides, je vais te faire une lettre de recommandation. Alors, c'est assez étrange parce que Bernard Saladin, j'ai jamais été, j'ai été son étudiante, mais je n'ai jamais travaillé avec lui. À l'époque, il avait des projets au Nord. Bon, il avait ses propres étudiants. Moi, j'étais comme une outcast par rapport à son groupe, à lui. Donc, tout le monde à qui je disais, ah, Bernard m'a dit qu'il ferait une lettre de recommandation, me dit, ben non, t'es pas dans son groupe, là, voyons, oublie ça. Mais bon, entre-temps, il y a le directeur de doctorat de Yvan Breton qui s'appelle Scott Cook, qui est encore actif. Il vient de publier un livre dernièrement sur... c'est un spécialiste de la région de Oaxaca, au Mexique, spécialiste des marchés. Yvan Breton a invité Scott Cook à Québec. Et Scott Cook m'a aussi encouragée à faire mon doctorat aux États-Unis avec lui. Il a dit oui, je vais demande ton admission. Et puis il était à Storrs, à Connecticut. C'est là d'ailleurs où François est allé étudier, François Trudel. Alors je me préparais, j'ai fait ma demande d'admission à Storrs, j'ai été acceptée. Entre-temps, je pense que Scott est revenu ou a communiqué avec Yvan Breton. Et là, il lui a dit, je pense que c'est pas une bonne idée que Marie-France vienne étudier ici, parce qu'il y avait un clivage très, très profond dans ce département. D'après ce que j'ai compris, probablement que ma mémoire déforme les faits, mais d'après ce que j'ai compris des choses de façon très schématique, les personnes de tendance marxisante et les personnes de tendance culturaliste en étaient venues au point dans ce département. Et moi, je suis une personne assez timide et réservée. Scott Cook m'avait jaugé, il m'avait dit, elle ne sera pas très, très bien là-dedans, puis ça va être difficile, probablement qu'elle fasse sa place dans un truc aussi conflictuel. Alors, il avait dit à Yvan, si Marie-France veut toujours faire son doctorat, je vais lui faire une lettre de recommandation pour Eric Wolf, qui est à City University of New York, dans la ville de New York. Et entre-temps, j'ai demandé mon admission à City University, j'ai été acceptée, et Eric Wolf a accepté. Je lui avais envoyé mon mémoire de maîtrise que j'avais finalement terminé en 1974. Il avait lu le mémoire, puis ça l'avait intéressé. Bon, il lit le français couramment, il parlait plusieurs langues. Puis ça a été quelque chose de très décisif pour moi, parce que quand on fait son doctorat avec Eric Wolf, puis qu'on travaille en Mésoamérique, qu'on travaille en Amérique latine, ça ouvre énormément de place. J'ai fait beaucoup, beaucoup d'envieux. Par contre, partir du Québec pour aller aux États-Unis, pour moi, c'était vraiment une grosse épreuve. Et puis, je me marchais sur le cœur pour aller là parce que, en fait, là où je voulais aller, c'était à Paris. J'aurais voulu aller étudier sous la direction de Maurice Godelier. Maurice Godelier était venu au département d'anthropologie en 1974, je crois, au moment où je me décidais pour aller faire mon doctorat. Et en fait, il m'avait dit « Ah, tu pourras toujours revenir à Paris. » Il dit « Là où se passent les choses maintenant, c'est aux États-Unis. Alors, City University, Eric Wolf, c'est très bien. Va là, puis on te récupérera plus tard. » Bon. Alors, vous voyez, c'est des conseils qui m'ont été donnés par des personnes finalement très différentes les unes des autres, et ça a marqué mon cheminement. Je suis allée aux États-Unis, mais pour moi, les États-Unis, c'était l'ennemi.
C'était la société impérialiste, néocolonialiste, parce que entre-temps, moi, je m'étais radicalisée. J'avais développé ou consolidé une conscience politique sous l'influence justement des compagnons, des amis que je m'étais fait au Collège universitaire Garneau, ensuite de ça en anthropologie, peut-être un peu sous l'influence de mai 68. En tout cas, on s'était beaucoup radicalisé. Et il y avait à l'époque plusieurs groupes d'activistes, des groupes d'extrême gauche qui étaient actifs même à Québec et qui faisaient du recrutement. Alors moi, j'avais été approchée par un groupe qui s'appelle En lutte, qui était un groupe pan-canadien. J'étais devenue sympathisante de ce groupe-là. Alors, c'est dans ce contexte-là que, pour moi, les États-Unis, c'était vraiment l'ennemi conceptuel et pragmatique et concret. Et donc, je m'en allais là vraiment à reculons. Et aussi, la première session, c'était des cours très formels. Autrement dit, on se rassoyait sur les bancs d'école, on suivait des cours d'histoire de l'anthropologie, des cours d'anthropologie du Mexique, anthropologie de la Caraïbe. Il fallait faire l'approche des quatre champs. Alors moi, je n'avais pas de cours d'archéologie. J'avais de linguistique que j'avais suivi, ethnolinguistique avec Jerry McNulty. Au moins, j'ai pu éviter ça. Mais il a fallu que je reprenne ces cours-là d'archéologie et tout. Alors, le premier semestre était très, très pénible et j'avais un bon ami qui, lui, avait persisté et était parti étudier à Paris, à l'École des hautes études, sous la direction de Maurice Godelier. Et je l'enviais beaucoup. J'étais pas si certaine que le conseil de Maurice Godelier était un bon conseil après une première session à New York. Alors, aux vacances de Noël, je suis allée à Paris voir c'est Pierre Durand, cet ami-là, qui a été professeur pour un petit bout de temps à l'Université Laval après ses études. Et là, à Paris, moi qui m'attendais à le voir très heureux, très content, ben lui il était encore moins content que je ne l'étais parce que, non pas parce que ça ne l'intéressait pas, mais c'est que, contrairement à New York, lui, les étudiants à Paris étaient laissés complètement à eux-mêmes. Si tu veux aller à ce séminaire-là, tu y vas. Si tu veux pas y aller, tu y vas pas. Il m'avait amené au début de janvier, il y avait le cours de... J'ai suivi un cours de Lévi-Strauss dans une salle d'à peu près 550 personnes pour une salle assez grande pour 250. Et ce qui m'a vraiment étonnée, je digresse là, mais ce qui m'a étonnée, c'est qu'il est rentré, il a ouvert ses notes, il a donné son cours, il a fermé ses notes et il est reparti. Pas une seule question, alors j'étais sidérée. Bon, ça m'a beaucoup fascinée, mais par contre, de voir... j'ai constaté qu'on pouvait vraiment se perdre dans l'offre de séminaires et c'est un peu ce qui est arrivé à Pierre Durand qui, soit dit en passant, n'a jamais fini son doctorat justement parce que peut-être qu'il était trop libre. Alors je suis revenue à New York dans un autre état d'esprit. Et là, je suis vraiment embarquée dans les cours et j'ai porté plus d'intérêt aux cours qui m'étaient donnés. Et c'était réciproque aussi. Je pense que les professeurs se sont davantage intéressés à moi. Et j'ai eu la chance, en plus d'avoir Eric Wolf comme directeur, j'ai eu la chance d'avoir deux professeurs avec qui je suis restée en contact, particulièrement June Nash, que j'ai revue il y a à peu près 2 ans, qui doit avoir maintenant 85 ans, mais qui est toujours active. Je l'ai rencontrée dans un cours à une université au Yucatan. Et Eleanor Leacock, qui est une femme extraordinaire, qui est décédée en 1987, mais j'étais à New York entre 75 et 77, alors elle était active à City University. Et grâce à Eleanor Leacock, j'ai pu continuer à travailler
à travailler sur les questions autochtones. J'ai suivi un cours d'ethno-histoire avec elle et moi, comme je revenais du Yucatan, je voulais faire mon travail d'ethno-histoire sur les Mayas, mais elle m'a dit: «Ah, tout le monde travaille sur les Mayas, la voie est bien pavée. Pourquoi est-ce que tu ne travailles pas sur les questions autochtones du Québec?» Eleanor Leacock avait fait son terrain de doctorat avec les montagnais Naskapi au Labrador. Et elle avait toujours gardé un lien avec cette population-là, mais aussi avec la littérature sur le sujet. Elle était donc intéressée à ce que je travaille sur les, les relations des Jésuites. C'est ça, j'ai demandé à Jerry McNulty de m'acheter les relations des Jésuites qu'il m'a envoyées parce que je savais que Jerry les avait. Alors, il me les a envoyés à New York et j'ai pu lire avec beaucoup d'intérêt les relations des Jésuites et avec c'est ça, Eleanor Leacock qui était féministe, donc me demandait de porter une attention particulière à ce que les Jésuites disaient ou ne disaient pas des femmes à l'époque. Elle-même les avait beaucoup utilisées dans son travail de doctorat. Donc, c'est ça, j'ai été en contact avec des personnes très intéressantes, des collègues étudiants très intéressants. City University, c'est un peu spécial. J'étais au Graduate Center de City University. C'est l'université qui chapeaute, c'est l'université municipale de New York. Elle chapeaute 5 campus différents. Un campus par quartier, des boroughs. Et même si c'est une université, on pourrait dire, je vais utiliser un gros mot, prolétarienne, parce que c'est une université qui a été fondée pour favoriser l'accès des Afro-Américains et des minorités aux études supérieures. Et pour moi, quand j'ai pris conscience de ça, parce que je suis pas allée à City University pour cette raison-là, c'est simplement parce que Eric Wolf était là. Mais quand j'ai pris conscience que j'étais dans une université avec une telle vocation, là, j'étais très, très contente et très, très fière d'y être. Par contre, il faut dire que le Graduate Center est un petit peu élitiste. Là, c'était comme... il n'y avait pas beaucoup d'Afro-Américains là et pas beaucoup de minorités, c'était portoricaine, pas beaucoup. Alors, donc j'étais très, très contente d'être là. Par contre, ce qui était un petit peu difficile pour moi, c'était que les collègues étudiants, en fait, étaient souvent des adultes qui revenaient aux études ou qui menaient leurs études en même temps qu'ils enseignaient. Donc, des gens qui avaient beaucoup plus d'expérience que moi. Alors, je peux dire que mes études de doctorat, heureusement que la scolarité n'a pas duré très longtemps parce que je n'étais pas entièrement à l'aise dans ce milieu-là. Par contre, le point fort qui jouait en ma faveur, c'était que j'avais beaucoup d'expérience de terrain finalement. Et ça fascinait tout le monde. Et puis j'avais une expérience en ce qui concerne un lien direct avec les structuraux marxistes. Et là, ça commençait à intéresser beaucoup, beaucoup les Américains qui commençaient à être en contact avec cette question-là. Donc, voilà un peu pour mes études de doctorat à City University.